Bien le bonjour à vous. Pour ce nouveau portrait, j'ai le plaisir, le bonheur, le privilège de vous présenter Olivier Brony. Olivier Brony a plusieurs vies, littéralement plusieurs vies professionnelles. D'abord ingénieur, puis auteur, fondateur de divers projets dont nous allons pouvoir parler durant cet entretien, président d'associations humanitaires, consultant, dirigeant d'entreprise, conférencier, mentor, bref. Cet homme est un canif suisse ou un caméléon. Vous pouvez lui attribuer le vocable qui vous convient. Donc, comme j'ai dit, Olivier est auteur de 3 livres. Et là aussi, nous avons une diversité puisqu'il y a un livre qui se nomme Dynamiser les projets d'entreprise. Donc, on est dans l'entrepreneuriat, la partie consultance qu'il l'exerce avec brio, mais il ne fait pas que ça, puisque quand il a un petit peu de temps, hein, quelque part dans sa carrière, il nous a écrit un roman de tout et de rien. Et puisque tout cela n'était pas encore suffisamment varié, il a également coécrit avec sa femme Valérie le guide de la santé globale. Donc, vous avez là un homme qui met littéralement, et je le connais assez pour savoir, son cœur euh, est au cœur de son travail, de sa mission, l'épanouissement de l'homme, le respect du vivant. C'est quelqu'un de fondamentalement, il se définit d'ailleurs comme ça, humaniste, qui a une spécialité dans les dynamiques collectives. Il a également une approche très empathique, une écoute attentive qui font de lui un guide précieux pour ceux qui sont en quête de sens, d'épanouissement, d'équilibre, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs ou des particuliers lors des conférences qu'il a l'habitude de donner un petit peu partout. Il a vraiment ce truc que moi j'aime bien, c'est d'amener un engagement très fort sur le plan du bien-être, sur le plan du développement personnel et professionnel. Et c'est un coach humaniste, comme il le dit lui-même. Pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration pour toute personne qui souhaite trouver son chemin. Il a notamment fondé Agoriade, qui est un projet que j'ai vu naître et qui est un cercle d'influence humaniste dont on va avoir notamment l'occasion de parler durant cet échange. J'ai eu la joie, le bonheur d'accompagner Olivier pendant une année, même un peu plus, et je suis vraiment très 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 heureux de vous le présenter aujourd'hui. Salut Olivier, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Après avoir entendu une telle présentation, forcément, ça ne peut que bien aller. Mais je pense que tu as bien réussi à retranscrire vraiment ce qui m'anime, quoi, hein. Donc, au cœur de collectif, créer du mouvement. Moi, j'aime bien dire que je cherche à émouvoir, mais émouvoir au sens étymologique, c'est-à-dire de créer le mouvement à partir de l'intérieur et puis de créer, d'inventer des expériences, voilà, des expériences à vivre qui vont déclencher ce mouvement. Et Ouais, puis super. dans la présentation, il y a aussi un petit point que je tiens à rajouter. Donc on Ouais, a bien sûr. parlé d'Agoriade, mais il y a aussi une de mes créations récentes qui s'appelle Réalise le Nouveau Monde et qui est un collectif familial. Donc, tu as parlé du fait que je travaillais avec ma femme, mais aussi avec deux de nos enfants. Euh, il y a un troisième enfant, mais qui n'est pas impliqué dans cette aventure, mais ils le vivent quand même très bien. Et donc, voilà, ce collectif familial bah, a vraiment pour mission ce que tu développais, c'est-à-dire travailler dans les organisations, les entreprises, les associations, les institutions, pour vraiment positionner dans la stratégie ces aspects qui touchent à l'humain et qui touchent au vivant. Donc c'est toujours la même motivation qui est partout et avec des déclinaisons qui sont variables en termes de public et en termes aussi de modalités. Voilà. Donc ça va très bien pour revenir à ta question de départ parce parce que voilà, plus ça va, plus j'ai l'impression de faire vraiment ce qui m'anime et de voir qu'il y a aussi autour de ces sujets-là, même si on est
souvent dans des mondes économiques un peu tendus, bah, une vraie aspiration, quoi, de revenir à l'essentiel, quoi. Donc une entreprise, certes, est là pour gagner de l'argent, mais quelque part, elle ne peut pas le faire en se fichant bah, des ressources qui sont les siennes, les ressources humaines, et puis en se fichant aussi de ce qui est autour d'elle, quoi. Et inversement, ça peut être très créateur de sens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui souffrent de pénurie de ressources, hein. Et donc, si on veut fidéliser les gens, si on veut attirer des nouveaux talents, bah, c'est fondamental de mettre ces éléments-là au cœur de la stratégie. Mais bon, je suis pas en train de convaincre un futur client, mais voilà, donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur en tout cas. Ouais, mais c'est ultra précieux, je trouve. Tu vois, ce que tu fais, parce que c'est vraiment au cœur même des entreprises qu'on pourrait imaginer être des endroits dans lesquels justement, ben, on utilise des ressources humaines pour produire du résultat. Et puis, est-ce que toi, tu observes qu'il y a une tendance qui a évolué les dernières années? Je sais que tu as travaillé dans pas mal de grosses entreprises. Est-ce que même dans des entreprises un peu conséquentes, tu observes que cette attention à l'humain, c'est quelque chose qui est en évolution? Est-ce que tu as l'impression que ça augmente, ou Bah, quel est ton regard je là-dessus? pense qu'il y a tout un éventail et il y en a qui continuent à faire comme si de rien n'était et utiliser des modèles qui ont un peu leurs limites. À Mm. l'opposé, bah, tu as des boîtes avec un vrai engagement et puis des patrons qui osent exprimer, soit en interne, soit en externe, ça de façon très forte. Et puis, bah, il y en a qui cherchent un petit peu, quoi, qui vont sur ce chemin-là, un peu des fois obligés, parce qu'il y a des normes, il y a des règles, etc., bah, qui poussent quand même à aller dans le bon sens. Voilà, il y a un peu de tout, mais moi, ce que je note, c'est que euh, des fois, et d'ailleurs, ça fera peut-être le lien avec Agorian, mais parfois, quand tu es avec un patron, euh, quand tu le vois œuvrer dans son entreprise, diriger, bah, il est peut-être dans des modes qui sont un petit peu à l'ancienne, donc dans la compétitivité à tout prix. Mais quand tu es au contact direct et que tu peux échanger plus profondément avec lui, bah, tu vois vraiment cette humanité, quoi. Donc comme si, moi ce que je dis assez souvent, c'est que je soigne des scolioses, quoi. Des scolioses, bah, c'est un alignement qui se fait pas complètement entre les différentes couches de l'individu. Et ben, il s'agit bien de ça, quoi. Donc, quelque part, je suis un peu ostéo aussi. Donc, puisqu'on parlait de la palette caméléon, au sens bah, voilà, de redresser, et puis, mais pas au sens devenir un piquet, mais faire en sorte que ça soit assez naturel que ce que les personnes ont à l'intérieur d'elles puissent s'exprimer. Et quand on est patron, bah, on est dans une logique d'influence. Et donc, bah, ça me paraît fondamental pour que la personne aussi vive bien, parce qu'en fait, c'est compliqué hein, de vivre avec une scoliose comme celle-ci, et d'avoir deux facettes qui se causent pas complètement. Mais Mm. en tout patron, il y a un être humain et bah, il faut aller le chercher quelque part. Donc, euh, Ouais, c'est ce que ah, je pense. Tu fais très bien, notamment au sein du cercle Agoriade. On a démarré sur les chapeaux de roue. Du coup, ouais, j'ai perdu ma métrique habituelle. En général, je commence toujours par une citation, et bah, on puis peut y aller. proposer à mon invité de réagir. Donc, on va reprendre le fil, si tu veux, Ouais, ouais, ouais. si tu veux bien, voilà ma petite structure. J'ai une citation de Claude Lévi-Strauss que j'aimerais te soumettre, et puis surtout te proposer de réagir. Elle dit ceci: un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. Donc, je vais peut-être la répéter aussi pour les personnes qui nous écoutent. Un Oui, oui. humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour-propre. Claude Lévi-Strauss, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que Bah, moi, j'aimerais je bien vois entendre des de ça? choses à plein d'étages dans cette citation, donc il y a largement de quoi faire pour 4 heures, donc on va pas œuvrer sur ce registre-là. Moi, il y a des choses qui me sont venues et euh, mais peut-être qu'il y met un sens différent du mien.
Mais moi, ce que je mettrais en haut avant tout, c'est quand même la notion de la vie, qui pour moi englobe le monde. Donc, je sens il y a une puissance de vie qui existe dans toute chose et qui crée du mouvement. Donc, à partir du moment où on va dans le sens de ce flow, qu'on arrive à s'y connecter et à s'y relier autant que nécessaire, finalement, tout le reste suit pour moi. Donc, si je devais classer, moi, c'est cette notion de vie que je mettrais en premier. Et quelque part, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs autres sphères qui s'imbriquent. Donc, l'individu, il est dans une position qui, qui peut donner l'impression d'être centré si on a cette logique de sphère, mais c'est plutôt dans le sens inverse que ça joue. Et en même temps, si je ne prends pas correctement soin de moi, je n'aurai pas l'énergie, la force, la puissance, le rayonnement pour pouvoir faire bouger des choses autour de moi. Donc voilà, donc à la Hmm. fois, enfin moi je sens que c'est important de travailler sur les deux registres avec une certaine cohérence. Et quand j'accompagne des personnes, euh, je veille vraiment à ce que déjà ils soient, je parlais de la scoliose hein, en question, mais inversement bien alignés par rapport à eux-mêmes et qu'ils soient capables de prendre soin d'eux. Parce que sinon, ils vont s'épuiser et on voit beaucoup de gens en fait qui sont dans une très grande générosité, très tournés vers l'extérieur, etc. Et puis, au bout d'un moment, c'est eux qui suivent plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas d'épuisement professionnel ou autre, enfin de burn-out, qui interviennent finalement par excès de générosité, de vouloir donner trop. Et si à un moment donné, il n'y a pas un retour perçu, il y a quelque chose qui se déséquilibre et qui casse, quoi. Donc Hmm. voilà, donc il y avait beaucoup de choses dans cette citation-là, avec une Hmm. sorte d'envie de commencer de classer. Moi, je suis vraiment l'adepte du et plutôt que du ou, et de chercher vraiment à œuvrer de façon cohérente, congruente, sur les différents registres en même temps. Alors, ça peut paraître beaucoup de chantiers à traiter, mais chacun se nourrit. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu me présentais un peu comme caméléon multifacette. Mais c'est parce que j'adore, en fait, tirer des liens, des passerelles dans ce que je fais à droite, à gauche, et tout ça s'enrichit. Hmm. Donc, dans la présentation, il y avait par exemple même pas le fait que j'étais professeur associé à l'université pendant une vingtaine d'années. Et je faisais des choses avec des étudiants qui nourrissaient mes réflexions pour les proposer en entreprise et qui me donnaient envie d'écrire des choses et de créer des parcours en ligne et donc tout ça pour moi s'enrichit quoi. Donc je vais au contact, je picore, je croise, je mélange et chaque élément enrichit et nourrit l'autre. Donc En voilà fait, pour le... tu fais de la permaculture entrepreneuriale, en fait. Ouais, ça me T'as va plein de bien. projets, puis tu les soignes, et puis ils cohabitent entre eux. Moi, c'est quelque chose que j'admire chez toi, c'est que je sens vraiment que tous tes projets sont divers et variés, mais en même temps, ils sont imbriqués ensemble. Il y a des passerelles entre Réalise, le Nouveau Monde et le Cercle Agoriade, entre la consultance que tu peux faire pour des chefs d'entreprise ou pour des entreprises, et en même temps, ton engagement au niveau de la santé, du bien-être et de la personne aussi. Enfin, il y a quelque chose d'assez systémique. Ah, je trouve ça assez étonnant parce que je ne te vois pas te disperser dans tout ça. Et il y a plein de Ouais, gens, tu vois, qui auraient plusieurs projets et qui seraient complètement dispersés entre tout. Et toi, je te vois gérer ça comme un jardinier qui gérerait son jardin, quoi. mm. C'est assez magique. Ouais, j'ai J'ai envie de te plaisir. demander, je sais pas pourquoi, c'est pas dans ma liste de questions habituelles, mais je sais pas, j'ai envie qu'on aille voir le Olivier, Olivier enfant. Peut-être que tu nous partages un peu, il ressemble à quoi le Olivier enfant? Ouais, tu sais, c'est quelque chose que tu Ouais, auras envie de bah, nous partager sur le Olivier enfant. Hmm. ouais, bonne idée. En fait, j'ai une sœur aînée, j'ai juste une sœur, et elle m'appelait petit clown quand j'étais petit.
Et en fait, oui, j'étais vraiment très, très farceur. Bon, je pense que je maniais assez bien le langage, donc j'aimais bien aussi rebondir sur les mots, raconter des blagues, faire des farces, des surprises. Et je pense que c'était déjà ma façon bah, de provoquer, de créer du mouvement par rapport à ça. Alors des fois, ça tombait complètement à côté. Je me souviens avoir il faudrait que je raconte trop de détails enfin, ça serait trop long pour tout raconter, mais même à des amis de mes parents, des fois, je racontais des blagues comme si je les connaissais depuis toujours. Et des fois, ça fait des grosses, enfin, oui, complètement passé à côté, mais derrière chacune de ces blagues, moi, j'aimais bien dire que dans toute blague, il y avait une part de vérité. Et derrière, en fait, ça me permettait de balancer des choses qui étaient relativement justes, mais qui pouvaient gratouiller, déranger. Mais voilà, je le faisais avec un aspect un peu angélique, un peu sérieux, enfin, j'en sais rien. Donc voilà, je me permettais ça. Donc Olivier il était comme ça. Il était aussi toujours très créatif, tout en étant rêveur, à passer des temps infinis à jouer au Lego, mais j'achetais jamais des modèles tout faits, c'était à partir vraiment de briques de base, et je construisais sans arrêt des sortes de machines, mais qui étaient censées avoir une utilité, servir à quelque chose. Et j'ai toujours aimé créer, donc je dessinais beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'étais passionné de bougies aussi quand Ok, j'étais petit. Et étonnant. sans arrêt, je voulais qu'on m'achète des bougies et j'allumais toujours plein de bougies. Donc je sais pas ce qu'il y a derrière, mais peut-être quelque chose qui me fascinait, qui m'aidait à rêver. Voilà, donc des choses que je peux dire. Et vraiment, la créativité était vraiment au cœur de ma jeunesse et puis avec un humour parfois un peu décalé, quoi. J'adore. Trop chouette. On va avancer hein, dans le temps, mais vraiment à vitesse grand V. Donc, tu as eu une carrière professionnelle qui est passée par différentes choses, ingénieur. Tout à l'heure, tu rappelais que tu as été professeur aussi, auteur. Et puis, il y a un moment, alors peut-être, je sais pas si c'est un moment ou si ça a toujours été comme ça, mais où tu décides de devenir entrepreneur ou freelance, tu décides de te mettre à ton compte. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous raconter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te décide à franchir ce cap-là, à t'installer à ton compte, après avoir fait des études plutôt Hmm. poussées, tu aurais pu prendre un job et rester, enfin tu vois, et faire une carrière de salarié entre guillemets. Qu'est-ce qui Ouais, fait que tu as eu envie, besoin de passer le cap et de devenir entrepreneur? en fait, moi j'ai fait les 16 premières années de ma vie dans un grand groupe hein, du CAC 40. Je gravissais les échelons, j'avais de plus en plus de responsabilités, mais quelque part il y a quelque chose qui me manquait à travers ça. C'est peut-être de la liberté, peut-être l'envie sortir de la routine parce que je voyais qu'en en dirigeant une structure, bah, chaque année ressemblait à l'année précédente avec des objectifs un petit peu plus élevés parce que ça marchait plutôt bien. Et puis quand c'est comme ça, bah, on t'en demande toujours plus, quoi. Mais une impression de répétition, peut-être d'étouffement. Et donc du coup, bah, j'ai eu l'opportunité, parce que je travaillais déjà avec des consultants qui travaillaient pour nous, bah, de rejoindre en fait leur structure, leur cabinet, mais en prenant un statut d'associé et en passant donc en profession libérale à ce moment-là. Ok. Et en fait, je l'ai fait de façon complètement inconsciente quand j'y repense. Parce que c'était une époque, bah voilà, on a trois enfants, on avait deux emprunts immobiliers, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois et qui était relativement élevé. Et puis je suis parti, j'ai même pas cherché à partir de là où j'étais avec des clients ou quoi que ce soit. J'ai fait confiance en fait au cabinet que je rejoignais parce que je voyais potentiellement qu'il pouvait peut-être m'apporter des choses.
mais que quand je repense à ce geste-là, de cette époque, je me dis qu'il y avait une sorte d'inconscience, mais ou peut-être une grande confiance dans ce qu'il allait advenir. Et du coup, et c'est marrant, je veux dire, un déclic, ça a été quelque temps avant que je prenne cette décision-là, de voir mon beau-frère qui lui était en libéral et qui pouvait s'acheter l'ordinateur qu'il voulait pour travailler. Et quelque part, je me suis dit, euh, bah de voir que c'était lui qui était maître de mettre de l'argent sur ce qu'il voulait, c'était aussi quelque chose qui m'inspirait, quoi. Et donc, et quand et à un moment donné, c'est ça qui a fait peut-être basculer complètement, prendre la décision. Alors, ça ne tient pas qu'à ça, mais c'est, je dirais, dans l'effet cocktail, le truc qui, d'un seul coup, fait que tout un tas de choses étaient déjà en place, mais ça fait basculer les choses. Voilà, puis donc, bah, je suis parti à ce moment-là, j'ai quitté la grande structure dans laquelle j'étais. Je n'ai même pas demandé de partir avec une enveloppe ou quoi que ce soit. Je suis parti, c'était le moment, c'était bon, et puis voilà. Donc bah, ça date d'il y a 1er avril 2003, donc 21 ans, 21 ans maintenant. Donc ça fait Et 21 ans que tu es à ton compte, c'est ça du ouais, coup? tout à fait, ouais, ouais, Yes. Ok. ouais. Et aucun regret, et en même temps, être à son compte, ça peut donner l'impression bah, de travailler seul. J'ai jamais bossé seul. J'ai toujours été associé d'une façon ou d'une autre à d'autres personnes. Parce que dans ma présentation, tu disais que tout ce qui était dynamique collective me passionnait. Bah, c'est vrai à la fois pour mes clients, mais pour le vivre moi-même. Donc Hmm. je suis pas quelqu'un d'extraverti et en même temps, je suis pas du tout un solitaire, quoi. Donc j'ai besoin d'échanger avec d'autres. Et ce qui fait que bah, pour moi, la période de crise sanitaire a été vraiment très très difficile à vivre puisque en fait on cassait quelque part la dynamique collective, quoi. Et donc pour moi, ça a été vraiment très compliqué, quoi. Je crois que j'ai mis 1 an et demi et quand nos chemins se sont croisés, bah, j'étais un peu dans je sais pas comment le qualifier, mais dans ce marais nauséabond et donc du coup voilà donc au démarrage du moment où tu m'as accompagné, enfin tu peux peut-être en parler ce que tu percevais à ce moment-là, mais j'étais pas en forme olympique, mais je pense que c'était très lié à la privation d'action collective, quoi. Ouais, c'est sûr, je pense que ça nous a tous touchés. Moi aussi, je me suis rendu compte récemment à quel point ça m'avait plus touché que ce que je pensais. Aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, je pense que je suis passé aussi un petit peu comme toi par une reconstruction. Puis c'était cool de marcher avec toi dans ce marais, parce qu'aujourd'hui, je te sens beaucoup plus, beaucoup Ouais, plus, tu vois, beaucoup plus dans. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les projets que tu développes aujourd'hui fleurissent. Et justement, d'ailleurs, tu parles de dynamique collective. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée un jour de te dire, tiens, je vais réunir des chefs d'entreprise dans un cercle et puis on va faire quelque chose ensemble ou est-ce que tu pourrais bah déjà peut-être nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui a présidé à la création de ce cercle, le cercle Agoréade, et qu'est-ce que tu y fais, à qui ça s'adresse, enfin voilà, un petit peu présenter tout ça. Hmm. ouais. Donc donc ta question en fait elle est très compliquée. C'est souvent comme ça dans ma vie, c'est que c'est souvent plein de fils qui à un moment donné se croisent et donnent lieu à quelque chose, quoi. Donc il y a eu comme élément marquant, je pense, quand on travaillait ensemble, tu m'as fait ressortir vraiment le genre de personne avec qui j'aimerais travailler. Il y avait vraiment en fait cette logique de faire naître ou de faire renaître ou de reconnecter le dirigeant, l'entrepreneur à ce qu'il importe réellement
et ce qu'il a vraiment au fond de lui comme belle chose à offrir au monde et pour créer du mouvement, influencer positivement autour de lui. Donc ça, c'était vraiment très, très, très fort. Et puis il y a eu même à un moment donné, je me souviens, un dessin que j'ai fait là pendant une séance. On était ensemble en visio, mais je me suis mis à dessiner sur ma tablette et pour moi ce dessin-là qui représentait plusieurs hommes là qui étaient en cercle autour d'une sorte de feu et puis il y avait des arbres, il y avait un rayonnement autour de ce cercle-là. Pour moi, ça a été un pas très marquant par rapport à la logique d'Agoriade. Donc, Agoriade, vraiment l'idée, c'est de réunir ensemble et de créer vraiment des liens très forts entre des gens qui ont des capacités d'influence. Donc ça peut être des chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi quelqu'un qui serait le leader d'une communauté, ça peut être quelqu'un qui serait dans le monde de la santé, enfin peu importe, mais des gens qui ont une capacité d'influer sur d'autres êtres humains. Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette influence aille dans le bon sens. Alors quand je dis dans le bon sens, tout est relatif, mais vraiment dans ce respect de l'homme et du vivant qui m'anime, et que ça puisse monter en puissance, ça puisse rayonner, et qu'ils osent vraiment faire sortir à l'extérieur d'eux ce qui leur importe vraiment. Et puis, au début du projet, moi, j'ai sondé des gens qui seraient prêts à s'embarquer dans cette aventure. Et il se trouvait que je me retrouvais dans un ratio homme-femme qui était celui qu'on retrouve souvent dès qu'on parle un peu de développement personnel, de démarche, de travail sur soi, de monter en puissance comme ça, on trouve 80% de femmes. Et j'avais exactement le même ratio. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut peut-être forcer le trait. Et c'est là que j'ai décidé en fait qu'Agoriade serait un cercle d'hommes et d'hommes qui cherchent à travailler sur leurs grands équilibres internes et qui cherchent aussi à développer en eux des valeurs qui sont plus souvent attribuées aux femmes et dont le monde a besoin aujourd'hui, donc des valeurs de coopération, des valeurs de sensibilité, d'ouverture, d'accueil. Voilà, donc ça, on a tendance plutôt à le mettre du côté des femmes, mais je pense que c'est présent au sein de tout homme, et qu'il y a besoin d'un rééquilibrage, et que cette partie-là a tendance à moins s'exprimer aujourd'hui. Et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'on est toujours, depuis des années maintenant, dans un discours de combattant, c'est-à-dire qu'on entend toujours perpétuellement des messages, faut y aller les gars, faut combattre, lutter contre, lutter contre, lutter contre, lutter contre le virus, lutter contre Poutine, lutter, enfin, etc., etc. Donc c'est chaque fois contre, et il n'y a pas de avec. Et donc voilà, donc pour moi l'idée c'est vraiment de développer le et, le avec, et de créer ce mouvement. Donc voilà plusieurs étapes. Et puis la dernière étape, ça a été un temps qu'on a vécu ensemble en Bretagne. Donc c'était au mois de mai de l'année dernière. Et une inspiration qui m'est venue à la fois en allant au contact de la mer, donc qui est un élément que j'adore, et puis au contact d'un arbre un peu tordu, un peu particulier qui était dans un parc. Et ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, c'est le moment. Et ça a été le moment à la fois de lancer Agoriat et de lancer Réalise le Nouveau Monde. Donc en un week-end, donc j'ai pris deux décisions fondamentales, hyper structurantes et qui m'habitent complètement aujourd'hui et qui structurent vraiment mon chemin de développement. Donc voilà, donc, comme d'habitude, c'est multiple, mais voilà des éléments marquants sur ce chemin. Yes, merci, parce que je trouve que tu l'as bien expliqué aussi, cette notion de, c'est pas, le but, c'est pas de faire un cercle d'hommes pour boire des bières et se taper sur le torse.
C'est vraiment à la fois des personnes qui ont acquis une certaine forme d'influence, mais qui veulent aussi ouvrir un espace dans lequel ils peuvent trouver une forme de récupérer certains espaces qu'ils ont dû sacrifier en cours de chemin pour refaire quelque chose de plus unifié. Et moi, je suis très très curieux, hein. Je scrute l'agenda et j'ai très envie et de plus en plus envie de venir une fois m'asseoir en ta compagnie, en votre compagnie. Donc il faut juste que les agendas se calment, mais on va y arriver, on va finir par y arriver. Euh, Petite question. Euh, ouais. Quel est dans ta carrière professionnelle ou dans ta carrière d'entrepreneur, quel a été pour toi le plus grand défi, si tant est qu'il y en a eu un qui est vraiment marquant par rapport aux autres, enfin un grand défi, et comment est-ce que tu l'as surmonté? Moi, ce qui me vient là, c'est le plus grand défi, ça a été d'être moi-même. Au sens où, à une période où je me cherchais un petit peu pour rebondir, et puis il y avait cette charnière-là de la crise sanitaire dont j'ai parlé. Donc voilà, je savais plus trop où j'étais. Et à ce moment-là, j'ai cherché peut-être des modèles qui étaient extérieurs à moi, de gens qui réussissaient. Donc des gens qui réussissent, c'est forcément clairement inspirant. Enfin, encore faut-il définir ce qu'on appelle réussir, mais je vais pas rentrer là-dedans. Et donc il y a des choses à en tirer, mais moi j'avais tendance du coup, ne sachant plus, parce que perturbé exactement qui j'étais, à vouloir trop copier un certain nombre de modèles dans une logique de copier-coller, et Hmm. non pas comme source d'inspiration. Et du coup, ça m'a écarté vraiment, je pense, de qui j'étais. Et du coup, bah, le fait de travailler pas mal avec des proches en couple, le gros avantage, c'est que au quotidien, on peut, si bien sûr on va le chercher, et puis si c'est une habitude au sein du couple ou de la famille, mais d'avoir du feedback qui est déclencheur en fait Hmm. de quelque chose, et d'avoir le retour d'une personne bah, qui est proche, en qui on a confiance, qui nous connaît parfaitement, et qui te renvoie bah, finalement, es-tu réellement toi-même? Hmm. Bah, quelque part, en fait, ça m'a vraiment interpellé. Et du coup, j'ai vraiment mis de côté, enfin, redégagé mon bureau. Et à partir de ça, c'est OK, mais tu as vraiment envie de quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et dans la façon de le faire, ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te ressemble réellement? Donc voilà, ce défi-là, c'est un peu, je dirais, l'appel des sirènes qui m'a fait sortir de mon chemin. Et donc voilà, dans mon odyssée personnelle, j'ai eu la chance d'avoir des miroirs qui m'ont envoyé que j'étais en train d'être ailleurs et que c'était pas moi-même. Hmm. Et je prends un exemple, l'exemple des réseaux sociaux, hein, où on entend souvent un peu bah, les mêmes façons de procéder, ou les modes de marketing, etc. Donc comme s'il y avait un standard par rapport à ça. Mais je me suis aperçu qu'il y avait moyen que je me les approprie, à condition que je me repose vraiment la question, mais qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu le fais? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi? Et je me suis aperçu que ce qui avait du sens pour moi, c'est d'aller très très vite au contact direct. Et Hmm. donc, par exemple, aujourd'hui, sur LinkedIn, je publie des choses. Dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui réagit, et parce que ce que je publie, c'est vraiment des choses qui m'importent, quoi, qui me ressemblent, qui sont des messages que je veux délivrer. Bah, dès que je sens que quelqu'un réagit positivement par rapport à ce que je publie, bah, systématiquement, je lui envoie un message en disant, bah, écoute, je vois que si ça se trouve, on a la même vision d'un certain nombre de sujets, si on en causait, quoi. Et,
Et c'est simple, c'est naturel. Et puis si la personne veut pas, elle veut pas. Si la personne veut, et donc bah, ça donne des échanges qui sont vraiment très sympas, très profonds dès le départ, parce qu'on part vraiment de ce qui a fait résonner la personne dès le début. Et par exemple, là, bah, pour le prochain cercle à Goriade qui va démarrer, il y a un inscrit que je connais absolument pas, qui est un Suisse qui va venir de très loin et qui s'est fait comme ça, parce que Mm. on a eu des affinités et qu'on a pu les partager. Et donc, il a dit banco et très très rapidement, quoi. Donc, je trouve ça. Donc, du réseau social comme ça ressemble à Olivier et je suis OK pour y aller. Donc voilà. Donc le défi, bah, c'est voilà, faire miroiter des choses qui t'écartent de ton chemin et bah, le déclic bah, et par rapport au recentrage. Et pour le déclic, bah, c'est important d'être entouré de gens avec qui on échange très souvent du feedback. Parce que sinon, voilà, on est dans sa zone, sa propre zone aveugle, et puis on ne s'aperçoit pas de ce qui est en train de se produire. Ouais, carrément. Carrément. J'adore ce que tu viens de dire sur les réseaux sociaux parce que tu vois, pour moi, il y a deux pièges dans lesquels on pourrait tomber. C'est, j'aime pas les réseaux sociaux, donc je fais pas. Ce qui, en tant qu'entrepreneur et avec l'évolution du monde, ce serait dommage de se priver d'une source de contact, mais aussi de communication. Et puis l'autre côté qui est, je vais suivre la stratégie Intel, puis je me moule dedans, même si je me fais violence et même si ça m'ennuie et même si voilà, je comprends pas ce que je fais et pourquoi je le fais. Et je trouve ça inspirant, même pour moi, tu vois, ça me fait réfléchir. Je me dis, tiens, je pourrais aller encore un petit peu plus loin sur comment j'ai, moi, envie d'investir les réseaux sociaux en tant que Jean-Luc. Et j'entends comment toi, tu l'as fait. Je trouve ça super inspirant. Je me dis, tiens, je me le prends pour emporter, pour méditer un peu le sujet, parce que c'est un peu le but aussi de ces portraits, c'est de, tu vois, tout en parlant tranquillement comme ça, parfois ça vient nous faire raisonner, nous questionner, et puis pour ceux qui nous écoutent, c'est l'occasion aussi de peut-être avoir chopé une idée ou une autre, et puis de faire Ah oui. avancer leur entreprise. D'ailleurs, en parlant de choper des idées, euh, j'aurais envie peut-être de te proposer avec ton regard, avec ton angle qui t'est propre, si aujourd'hui tu devais donner, je te laisse le choix entre donner un, deux, trois conseils à un entrepreneur déjà établi ou à quelqu'un qui voudrait se lancer. Je te laisse choisir quel chemin tu as le plus envie d'explorer, soit l'un, soit l'autre. Et puis, ouais, un, deux, trois conseils en fonction de ce qui te vient, de ton inspiration. Ok. Bon, bah, donc, j'en ai déjà donné un, quelque part. Let's go. Donc, sur ces, euh, moi, je continuerai et ça s'adresse à un nouvel entrant ou quelqu'un qui est déjà lancé comme entrepreneur. C'est la notion aussi de réseau physique que j'explore de plus en plus avec plaisir parce que ayant été tellement frustré, et je le redis, pendant la période où on a été tous séparés, qu'il y a depuis une sorte de boulimie pour aller au contact. Et je me rends compte que finalement des réseaux dans lesquels on peut s'investir, il y en a de plein de sortes possibles. Et, et finalement, je me suis aperçu que dans les réseaux, et je parle de réseaux professionnels, hein, mais ma famille, mes amis, mes voisins constituent des réseaux. Hmm. Et je me suis aperçu, ou ça peut être le club de sport, etc. Je me suis aperçu que finalement, je parlais très peu de ce que je faisais, de mon métier, avec des gens aussi proches que cela. Et depuis, eh ben, même s'ils me posent pas de questions sur ce que je fais, etc., je leur en parle. Non pas dans une logique de vente, mais comme ça fait partie de ma vie, que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime, ben, ça me paraît normal d'en parler. Et je me rends compte que ce réseau-là, bah, finalement, ça rebondit. Alors certains, ils renchérissent pas, etc. Ils considèrent qu'on n'a peut-être pas parlé de ça entre amis ou j'en sais rien. Donc ça, c'est leur droit. Mais sur d'autres, je vois que ça déclenche des choses, à la fois des conversations qui sont très intéressantes
Et même des fois, bah, ça donne lieu à des contacts, à des recommandations, à du business, etc. Donc on a tendance en fait à aller chercher des fois des choses très loin qui sont très proches. Et cette façon de voir les réseaux, bah, enfin, ça rafraîchit un peu les choses. Et c'est vrai aussi dans des réseaux professionnels structurés, dans lesquels je m'investis de plus en plus. Donc à La Rochelle où j'habite, bah, je suis le responsable local d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Réseau Essentiel. Et avec bah, du plaisir aussi à animer ça. Et dans une logique aussi, des fois dans les réseaux professionnels, on se trompe, on a l'impression qu'on va aller voir des clients. Les membres du réseau sont des clients. Mais en fait, quand on demande dans l'autre sens, enfin quand on demande, moi j'ai fait le test au sein de la team La Rochelle, de dire bah, qui est-ce qui considère ici que les membres du réseau qui sont là pour être des clients. Quasiment tout le monde lève le bras. Et puis après, je leur pose la question, je leur demande, parmi vous, qui est-ce qui vient dans ces réunions de réseau pour acheter quelque chose aux autres? Aucun bras se lève. Donc en fait, on se trompe quelque part, c'est être dans du contact humain pour que les gens fassent connaissance, se connaissent, aient confiance suffisamment au bout d'un moment dans une autre personne pour pouvoir la recommander par ailleurs. Donc, tu vois, c'est un peu comme ce que je te disais sur les réseaux sociaux. Finalement, j'essaye vraiment actuellement, en ce moment, de revisiter tout un tas de types de relations, mais d'y mettre vraiment du sens par rapport à ce qui m'importe. Et donc, voilà, mes conseils pour les entrepreneurs seraient sur ce registre-là. Ouais, j'adore. J'en ai donné assez, là. Ouais, ouais, non, mais c'est génial. Là aussi, tu vois, moi, je la garde comme une pépite parce que c'est vrai que je me dis, mais j'en parle pas forcément non plus. Et c'est vrai que notre premier réseau, notre premier cercle, même si il nous apporte pas des clients, le simple fait qu'ils soient informés de ce qu'on est en train de faire, ce qui est important pour nous, c'est comme si ça constituait une caisse de résonance, une première caisse de résonance. Et je trouve ça super intéressant de concevoir, de pas séparer les choses, de pas toujours scinder les choses, mais de vraiment concevoir ça en termes de système. Je pense que c'était en filigrane de tout l'entretien, Mm, mm, mm. l'écosystème, le truc vraiment qui est relié ensemble. Donc écoute, merci pour tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très riche. J'ai envie de te proposer peut-être pour la fin de cet entretien, de t'ouvrir une page blanche sur quelque chose que tu pourrais avoir envie de dire, de poser, de partager, d'exprimer, que tu as peut-être pas eu l'occasion avec mes questions de faire jusqu'à présent. Voilà, je te Mm. laisse vraiment un espace 100% libre. Ouais. Euh, Moi, j'aurais envie de parler du temps. Pas du temps qui fait, mais du temps qu'on peut avoir l'impression du temps qui passe. Il y a quelques dizaines de jours, là, donc j'étais à une rencontre entre entrepreneurs, donc c'était en Bretagne, et on a beaucoup échangé sur la notion du temps. Et la grosse différence qu'il y a entre Kéros et Chronos, hein, donc au niveau de la mythologie, donc entre le temps choisi et entre le temps mesuré. Et donc Chronos, c'est le temps mesuré, Kéros, c'est plutôt le temps choisi. Et quelque part, je m'étais pas aperçu à, à tel point à quel point, pardon, j'avais un mode de fonctionnement qui restait quand même très dicté par le chronos, quoi, la mesure du temps. Et quelque part, bah, si régulièrement on se répète, bah, certes, à des obligations, il y a des choses, mais pour plein de choses, finalement, c'est soi-même qu'on a tendance à tomber dans le temps mesuré, alors qu'on pourrait être dans une logique de temps choisi. Et si on a prévu, enfin, je vois plein de personnes qui sont frustrées à la fin d'une journée de ne pas avoir fait ce qu'elles avaient prévu de faire. Donc si c'est que pour gérer des urgences, là c'est gênant. Mais si c'est pour, au passage, bah parce que dans un coup de fil,
quelqu'un, un client ou une autre personne que j'ai, bah, j'ai vraiment du plaisir dans cet échange-là, et ben je poursuis l'échange, je poursuis l'entretien. Et après, bah, si j'avais prévu d'envoyer mes factures ou de faire autre chose, je veux dire, c'est pas grave. Je pense qu'il y a plein de fois où on se met soi-même des échéances Hmm. qui n'ont pas lieu d'être. Et, et, euh, et quelque part, je pense que beaucoup de gens ont l'impression que les choses tournent trop vite, que le temps passe trop vite, qu'ils n'auront jamais le temps de tout faire ou de tout vivre dans leur vie, ou que leurs enfants ont grandi, ils ont maintenant 18 ans, ils s'en sont même pas aperçus. Hmm. Ben, quelque part, je pense que c'est la dictature de Chronos en fait qu'on s'impose qui est responsable de ça. Donc voilà, donc ma page blanche, elle serait par rapport à ça. Et, euh, et je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, Donc, ça me dit vaguement quelque chose, mais par contre, je veux bien que tu me rafraîchisses la mémoire. ouais. Ouais. Donc en gestion de projet ou en gestion du temps, donc les super pros de la gestion du temps utilisent un outil que, semble-t-il, Eisenhower utilisait, donc de classer ces tâches à venir en mettant un degré d'urgence et un degré d'importance. Et tout ça, tu as deux axes, tu mets ça sur une matrice et en fonction de la case dans laquelle tu es, il faudrait agir d'une certaine façon. Hmm. Mais je me dis, mais je veux dire, putain, parce que mais on oublie une troisième dimension qui est la notion du plaisir. Et donc, quelque part, urgent, important, certes, mais quand c'est comme ça, on se fait complètement dicter ses actions, son temps par l'extérieur. Ça veut dire qu'on est en réaction perpétuelle, on n'est pas en proaction et on n'est pas à aller chercher les tâches qui me font plaisir. Et à un moment donné, bah, même si j'ai de l'urgent, de l'important, si dans une journée j'ai pas quelque chose qui me fait plaisir, au bout d'un moment je crève quoi. Donc voilà. Donc il y a la matrice de Brownie maintenant qui, qui a trois dimensions et qui a la dimension du plaisir. Donc je vous laisse inventer le mode d'utilisation, mais quelque part voilà. Voilà ma page blanche. Copyright, Olivier Brony, la matrice Brony. Important, urgent et plaisant. Ouais. Source de plaisir. Bah écoute, je trouve que c'est une belle façon de clôturer cet entretien, de rappeler, de prendre du plaisir. Et merci infiniment Olivier pour ta présence, pour tout ce que tu as partagé. Moi j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration pour moi-même, donc très égoïstement je suis très content d'avoir fait ce portrait. J'espère que vous aussi vous avez pris plaisir à suivre ce portrait. Et si vous pensez que à l'intérieur de cet échange il y a des choses qui pourraient aider quelqu'un à droite ou à gauche, eh bien, souvenons-nous que nous sommes aussi le reflet des livres que nous avons rencontrés par hasard, des conférences que nous avons découvertes, des personnes qui nous ont dit les choses dont on avait besoin. Donc, soyons cela potentiellement dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne pourra que nous revenir pour un mieux. Donc, si vous pensez que cette entrevue est utile à quelqu'un, envoyez-lui. Et en tout cas, Olivier et moi, on est ravis si on a pu contribuer à votre vie. Merci beaucoup, Olivier, pour ta Ouais. présence. Un vrai plaisir. Merci Jean-Luc et merci.